Katy Perry a retrouvé à Paléo cet été. Bienvenue sur la première matinale, multidiffusée de Suisse romande. Excellente journée pour terminer la semaine. Il arrive dans les studios Mike Perez pour nous parler d'équipement pour les motards. Ah, Ouais. tu fais de la moto? Non, pas du tout. Mais c'est vrai que les deux roues ont tendance, quand l'été arrive, quand les beaux jours arrivent, à s'habiller de manière un peu trop légère. Mike Perez. Si vous faites de la moto, écoutez bien. Mike Perez parle peut-être de quelque chose que vous connaissez. Alors, les motards, les purs, les vrais, les durs, ceux-là, en règle générale, ils sont assez sérieux au niveau de l'équipement. Ouais. Ils ont des combis Vaut de mieux, cuir, des bottes, des gants et tout ce qui va avec. Donc, eux, en règle générale, il n'y a pas trop de soucis. Le problème, ce sont plutôt les scooteristes qui, en plein été, se croient effectivement sur leur Vespa au bord de la mer, en Italie, cheveux au vent, tu vois, tout le truc. tu vois. C'est fini ça. Hein. Mais tout ça, évidemment, c'est pas possible. Alors, le casque, il est obligatoire déjà depuis de nombreuses années. Donc là, on a déjà résolu un problème. Mais c'est tout. Parce qu'en fait, en Suisse, il n'y a aucun équipement de protection qui est obligatoire, à part le casque. Donc c'est pour ça que tu croises des fois sur un scooter des gens qui sont en short, en tongs, en débardeur. Alors, c'est effectivement hyper cool, on va dire ça comme ça. Mais c'est hyper dangereux. Bah oui. Parce que l'eczéma du goudron, si tu tombes, salut quoi. Hein. Ouais, ça peut laisser des séquelles. Hein. Oui, alors là, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Alors, il y a un conseiller national vaudois, Daniel Ruche, qui a déposé une motion, donc ça se passe vraiment au niveau fédéral, hein, qui a déposé une motion qui demande de rendre obligatoire le port d'un équipement de protection complet pour les utilisateurs de deux roues motorisées, à savoir gants, veste renforcée et bottes. Donc ça serait la fin effectivement des shorts et des tongs. Comme je le disais, les motards en règle générale, eux, ils font plutôt attention, même si ça arrive aussi de croiser de temps en temps des motards qui sont juste en t-shirt et en jeans et en t-shirt. Ouais, quoi. arrive, Faire de la moto en tongs, c'est pas très pratique, hein, ceci dit même pour conduire une voiture. pour passer les vitesses, voilà. Ouais. Donc eux, ils font plutôt attention. Alors le problème, c'est que le Conseil fédéral, lui, il dit que, en tout cas pour l'instant, il veut pas forcément entrer en matière, il veut pas légiférer, il en appelle à la responsabilité individuelle et tout ça, et il dit que une obligation serait difficile à contrôler en pratique. Tu parles, excuse-moi. Hein. Je veux dire, si tu définis que effectivement tu dois porter des gants, comme c'est le cas en France par exemple. En France, le port des gants est obligatoire quand Bien tu sûr. fais du deux roues. Ouais. T'as tes gants, c'est ok. T'as pas de gants, t'es amendé quoi. Voilà, c'est comme la ceinture. Tu l'as, c'est bon. Tu l'as pas, tu payes une amende quoi. Donc ça, je comprends pas très très bien cette excuse qui est de dire comment est-ce qu'on pourrait contrôler en pratique quoi. Ça les emmerde. C'est de la Mais paperasse. j'ai l'impression. Le Conseil fédéral, ils sont quand même des fois étonnants d'ailleurs. Hein, Oui, le non, Conseil fédéral. s'ils prenaient que des bonnes décisions, ça se saurait. Ouais. Le Conseil fédéral se dit quand même prêt, par exemple, à examiner une obligation qui ciblerait spécifiquement les jeunes conducteurs de 16 à 18 ans, quoi. Mais tu vois, le truc un peu bizarre, ça veut dire qu'en fait, entre 16 et 18 ans, si tu conduis un scooter qui est limité en vitesse, tu sais, là, tu es obligé d'avoir effectivement l'équipement complet, puis quand tu as passé tes 18 ans, du coup, tu peux tout laisser tomber. C'est pour ça que c'est difficile à contrôler. Voilà, mais non, mais c'est complètement aberrant. C'est hallucinant. Je sais pas, c'est comme si on te disait, en fait, tu dois porter ta ceinture dans la voiture, effectivement, que quand tu es jeune conducteur, puis passé 20 ans, hop, tu peux la décrocher, quoi. C'est ça. Bref, je comprends pas tout ça, mais bon, voilà, le fait est que protégez-vous, pensez c'est ça. à vous-même au-delà de la loi, hein, Bien simplement. sûr, bien sûr. Donc oui, vous avez la possibilité, vous avez le droit, si vous voulez, de faire du scooter en short et en tongs. Je vous le déconseille fortement. Pensez à mettre ne serait-ce qu'au moins un pantalon long, des chaussures fermées. Les gants, ce serait l'idéal. Alors oui, c'est vrai, quand il fait très 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 chaud et que vous allez à la piscine, vous n'avez pas envie de vous habiller complètement. Mais c'est pour votre sécurité. Mais c'est comme le ski, le casque c'est pas obligatoire, mais tout le monde le met. Et C'est vrai. Et voilà, c'est vrai. et comme quoi ça peut fonctionner peut-être. Merci Mike Perret. Bienvenue sur la première matinale, multidiffusée de Suisse romande. Merci d'être avec nous. Nous irons faire un petit tour du côté du Mont-sur-Lausanne dans un instant. Voici Benson Boone. Bonne matinée. Comme promis, destination le Mont-sur-Lausanne maintenant. Événements, concerts, expositions, festivals. Bon camp, c'est quoi votre truc?
Excellente journée, merci d'être avec nous. Comme promis, je vous parle maintenant d'une exposition qui aura lieu du 5 au 13 juin prochain du côté du Mont sur Lausanne. Le Mont qui accueille une exposition photographique consacrée au Tchad à travers une trentaine de clichés réalisés il y a plus de 35 ans maintenant. Entre scènes de vie, regards d'enfants et instants du quotidien, ces images en argentique témoignent d'un pays saisi avec authenticité, parfois dans des conditions de prise de vue hors du commun. Cette exposition se déroule en présence d'ailleurs de la Fondation Tchad Avenir, engagée depuis plus de 20 ans maintenant dans la formation professionnelle des jeunes au Tchad justement. Et pour en parler, je reçois Olivier Martin. Bonjour Olivier Martin. Alors bonjour Monsieur Morax. Merci d'être avec nous ce matin. Dans quelles conditions avez-vous réalisé ces photographies il y a 35 ans quand même? Vous avez décidé, il y a 35 ans que vous les avez fait ou 35 ans après vous décidez de les présenter? Oui, alors en fait c'est vrai que il y a 35 ans j'étais passionné de photo, puis j'avais un réflexe et du matériel qui coûtait assez cher. Et puis quand je suis parti au Tchad la première fois, j'étais étudiant. Je suis parti avec mon sac photo. Et bon, si vous voulez, la première fois, j'ai fait des photos d'enseignants, des photos de classe, des photos de famille, mais les gens posaient, donc des photos sans intérêt photographique, si j'ose dire. Et puis, donc je suis parti la première fois en 1991 et j'ai eu l'opportunité de repartir encore 2 fois la même année. Puis, toutes les années suivantes, jusqu'en 94, je suis retourné au Tchad pour travailler, pour voyager un petit peu aussi. Et c'est là que j'ai pu faire des photos, si vous voulez, dans des conditions un peu naturelles. Quand tout le village me connaît, après je peux sortir mon appareil sans créer une émeute ou sans attirer l'œil. Et c'est dans ces conditions que j'ai fait quelques photos qui sont, je le pense, intéressantes sur le plan artistique. Pourquoi avoir choisi principalement des scènes de vie et des portraits d'enfants? C'est ce que vous allez présenter. C'est une très bonne question. Alors, d'abord, j'ai voulu présenter que des sourires, montrer une facette souriante du Tchad et de l'Afrique. Mais c'est vrai que j'aurais pu aussi prendre d'autres thématiques comme l'eau, le fleuve ou la ville de N'Djamena, mais je me suis concentré sur ce thème et puis je me suis aussi contenté des photos que j'ai faites au Tchad, parce que par la suite j'ai vécu presque 15 ans au Mali, donc je voulais vraiment cloisonner ces photos uniquement celles du Tchad et puis montrer des photos souriantes. Voilà, c'est... Alors, quel regard portez-vous donc aujourd'hui sur ces images argentiques réalisées il y a 35 ans? Alors, déjà, l'argentique, c'est... Ça a disparu presque. Ça a quasiment disparu. En fait, l'argentique, donc, c'est un rapport différent à la photo, parce que, évidemment, vous prenez des bobines, c'est 36 photos, donc... si vous faites une rafale, 2 rafales, le film il est loin, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, c'est avant d'appuyer, si vous voulez, on réfléchit. Moi, je réfléchissais quand même un petit peu avant d'appuyer sur le déclencheur, puisque mes coups mes photos étaient comptées quelque part. Bien sûr. Ouais. Qu'aimeriez-vous que les visiteurs retiennent après cette visite et cette exposition qui, je le rappelle, se tiendra du 5 au 13 juin prochain du côté du Mont sur Lausanne. Ça s'appelle Mont Local. Et c'est à la route de Lausanne 14. C'est au milieu du mont, enfin c'est facile à un trouver. Bâtiment de la Poste, oui. Ce que j'ai envie que les visiteurs retiennent, c'est un peu d'émotion, que les photos paradoxalement leur parlent un peu, qu'elles évoquent chez eux des souvenirs ou des sentiments, des choses comme ça. Très bien. Écoutez, on vous souhaite en tous les cas beaucoup de visiteurs. Regard sur le Tchad, c'est le titre de cette exposition de photos. C'est du 5 au 13 juin. Ça se passe à la route de Lausanne 14 au Mont sur Lausanne. C'est dans le bâtiment de la Poste, donc c'est facile à trouver. Et ça s'appelle Mont Local. C'est la galerie où est exposé, où seront exposées, les photos de notre invité Olivier Martin. Merci beaucoup Olivier Martin d'avoir été avec nous quelques instants. Plein succès à tous les cas pour vous. Merci beaucoup. Et merci d'avoir été avec nous un petit moment ce matin. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Merci, au revoir. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Merci d'être avec nous. Nous irons faire un petit tour du côté du Mont sur Lausanne dans un instant. Voici Benson Boone. Bonne matinée. Très bonne matinée.
matinée, merci d'être avec nous. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Vous vous souvenez, l'autre jour, j'ai eu Ludivine Tournoyas avec nous au téléphone pour nous parler de son crowdfunding. Eh ben, j'ai lancé un petit coup de fil ce matin à Ludivine qui est avec nous. Bonjour Ludivine. Bonjour Philippe. Comment ça va? Mais super, aux anges. Oui. Bah, je vais aux nouvelles parce que je veux savoir où on en est. Alors, il reste encore quelques jours. On peut encore verser quelques sous pour te donner un petit coup de main pour la sortie de l'édition de ton bouquin. Mais tu as décidé de passer au cap supérieur, c'est ça? Dis-moi tout. Bah oui, Raconte-nous. on a atteint l'objectif. Merci. Bravo. Merci Félicitations. un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Et puis du coup, la plateforme permet d'ajouter un objectif supplémentaire. Donc, j'ai dit, allons-y, soyons fous. Et j'ai augmenté à 10 000. Donc, nouveau cap, 10 000. D'accord. Voilà, nouveau cap. C'est pas anodin parce que ça permettra effectivement d'amorcer la suite de l'aventure, hein, d'organiser le tome 2, tome 3, etc. C'est ça. Hein. Voilà, et d'autres. Pour l'instant, on est sur une autre série. Donc, mais effectivement, qui va sortir à la fin de l'année. Une série que j'avais déjà commencé à écrire avant et qui est pour les plus grands. Donc, des romans jeunesse, un peu à caractère historique sur les femmes qui ont marqué l'histoire. Enfin voilà, je vous en dirai plus tard. Ah voilà, faudra venir nous en parler une fois dans le studio. On prendra le temps d'en parler. C'était aussi pour donner un reflet parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises. Et puis, c'est aussi agréable d'entendre que ces opérations crowdfunding, ça fonctionne aussi. Et puis, on est très content évidemment pour vous, ma chère Ludivine. Donc la suite, ça veut dire que le bouquin va sortir bientôt, c'est ça? Oui, il va bientôt partir, j'ai l'impression. Ouais. Et puis ensuite, je crois que je vais pouvoir envoyer mes contreparties dans le courant du mois d'août. D'accord, très bien. Donc, trop bien. Bon, quand il sort, il faudra venir en parler. Hein. Promis? On fait ça? Marche. Bon, Promis. alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant à Ludivine alors? D'atteindre les 10 000. Bon, alors c'est fait. Allez, on vous souhaite bonne chance. Ça se passe sur We Make It. Vous tapez Pop tout simplement. Et puis vous pouvez soutenir cette belle aventure que Ludivine vous propose sur cette antenne déjà à plusieurs reprises. Et on est très content de pouvoir avoir une bonne nouvelle ce matin. Juste avant le week-end, ça passe bien. Bon week-end Ludivine. Merci, pareil. À bientôt. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Merci d'être avec nous. Nous irons faire un petit tour du côté du Mont-sur-Lausanne dans un instant. Voici Benson Boone. Bonne matinée. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Mike Perez nous parle de notre Natel, notre téléphone portable, notre cellulaire. Ouais, comment est-ce qu'on va l'appeler? C'est déjà Alors, est-ce que Natel c'est encore Alors on dit Natel en Suisse parce que effectivement c'était protégé par Swisscom. voilà, ça c'était le National Téléphone. Oui, c'est ça. C'était l'abréviation de Natel C. Voilà. Donc c'est vrai que quand tu parles avec un Français, un Belge ou un Québécois et que tu lui dis Natel, il va te regarder avec des gros yeux parce qu'il va pas savoir de quoi tu parles. En Suisse, on entend souvent le terme de handy. Handy. Ah ouais, Ça, ce sont les Alémaniques en fait qui utilisent un produit pour faire la vaisselle. aussi. Et puis on dit, il dit oui en règle générale. Donc on dit oui à la vaisselle. Donc Andy, ce sont les Alémaniques qui le disent. Ouais. Le vrai terme, effectivement, c'est téléphone portable. Après, tu peux effectivement dire smartphone, mais c'est pas très français, on va dire. Hein. Cellulaire. Ça reste un anglicisme. Tu peux dire cellulaire. Donc plusieurs manières d'appeler son téléphone portable, mais c'est marrant. J'avais ce téléphone, marrant. Moi, Est-ce que tu connais la nomophobie? Tu sais ce que c'est la nomophobie? J'ai déjà entendu ça, nomophobie. Non, c'est la peur de se retrouver sans téléphone. Ah bah non, c'est pour ça que j'ai déjà entendu. Et pour certaines personnes, ça crée un véritable stress. Oui. Mais on a tout dedans, c'est normal. Ça c'est le problème, c'est que aujourd'hui, que ce soit pour payer à la caisse du supermarché, que ce soit pour prendre un billet de train ou faire plein de choses, et pas que pour téléphoner justement. Même ceux qui ont des montres, ils prennent le téléphone pour regarder l'heure. Pour te, T'as remarqué? C'est vrai. Ouais. Tu parles d'heures sur le téléphone. Ouais. T'as remarqué que sur les pubs de chez Apple, l'heure qui est affichée, c'est toujours 9h41. Ah non, j'ai jamais fait attention. Tu regarderas. Pourquoi? C'est toujours 9h. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait,
quand Steve Jobs a dévoilé le tout premier iPhone, tout était calculé pour que le moment où il allait dévoiler l'iPhone sur l'écran, il soit 9h41 à ce moment-là, quoi. Bon, ça avait un peu foiré, ils avaient pris du retard, puis il était 9h54 en réalité. Mais c'était en 2007. Mais voilà, du coup, on a quand même gardé ce 9h41 qui est l'heure qui est affichée sur toutes les pubs en fait, de chez Apple. Tu sais qu'en Suisse, on a entre 8 et 10 millions de téléphones portables qui dorment dans les tiroirs chez les gens, les anciens téléphones, parce que voilà, t'as changé, puis le vieux, tu le gardes au cas où. Tu sais, on dit toujours ça. On sait jamais. Ouais, voilà, tu le gardes au cas où. Ça peut dépanner. Bah, c'est sûr que si tu casses le tien, tu le laisses tomber, bah oui, t'en as toujours un au cas où. Alors, on a plus de réserve à la cave, mais on a 2 téléphones au cas où. Donc c'est un constat. Alors la plupart fonctionnent, j'imagine, hein, mais d'autres certainement doivent être un peu caduques. Parce les mises à jour et tout. Voilà. Et c'est dommage parce que tu pourrais le recycler. Hein. Alors, il n'est pas question de le mettre à la poubelle, hein, parce qu'il y a plein de composants dedans que tu peux réutiliser. Hein, on le sait. Donc si vous faites un petit peu d'ordre puis que vous retrouvez vraiment des très vieux téléphones, ça sert à rien non plus d'en garder effectivement 4 ou 5. À la limite, il faut en garder juste un. Si vous les collectionnez. Et voilà. Ceci dit, je pense que si tu as un bon vieux Nokia 3210 de l'époque, quoi, celui-là, je pense que ça vaut la peine de le garder juste pour le fun, quoi. Mais il a passé. mais ça, c'est assez marrant. Et puis, sinon, ben voilà, quoi. Ah oui, tu sais que le téléphone le plus cher du monde, c'est un iPhone 6. Pourtant il est vieux, hein. C'est pas pour sa technologie qu'il est cher, mais c'est parce qu'il était fait avec un boîtier en or serti d'un diamant rose et il vaut près de 50 millions de dollars. C'est le téléphone. Attends, moi j'en ai peut-être gardé un. Ouais, mais celui-là, le pire c'est qu'en fait, donc un téléphone. C'est pas celui que j'avais alors. Non, c'est un téléphone qui vaut donc très cher, on va dire 40 millions de francs à peu près, grosso modo. Je sais pas quel est le cours du dollar actuel, mais tout ça pour avoir en fait un iPhone 6 qui, je pense, n'est même plus utilisable, hein, parce que je pense qu'il tourne encore en 3G si ça se trouve, donc la 3G en Suisse il y en a plus tellement, donc je pense que tu peux rien en faire à part que c'est effectivement un objet, voilà, un objet de collection avec effectivement une certaine valeur parce qu'il y a de l'or et du diamant, mais c'est tout, sinon tu peux pas en faire grand chose d'autre. Très bien. Combien t'as dit qu'il 48 millions de dollars. Même pour 1 million, je le donne, il n'y a pas de souci. Ton vieil iPhone 6, tu dis? Aucun problème. Merci Mike Perez. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Merci d'être avec nous. Nous irons faire un petit tour du côté du Mont-sur-Lausanne dans un instant. Voici Benson Boone. Bonne matinée. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Vanny nous a rejoint pour nous parler vin et des activités à faire autour du vin cette semaine. Exactement, là je vous emmène vivre une expérience absolument inoubliable, encore une. Et on va aller du côté du château de Luçon. Destination Luçon et son château pour déguster des bons vins. Ah là là, quand le vin rencontre la musique, le tout dans un château majestueux, ça donne un rendez-vous à ne pas manquer. Je vous invite vraiment à ne pas manquer ce rendez-vous qui va se passer du côté de Luçon. Son château, ses vieilles pierres, ses concerts à la bougie. Et cette année, une expérience qui va être complètement dingue à vivre autour du vin et de la musique. Je vais vous raconter un petit peu ça en détail, Philippe. Ça se passe du 5 au 7 juin prochain. Le festival Luçon Classique revient pour sa 6e édition qui promet une véritable immersion sensorielle au cœur du patrimoine vaudois. Et honnêtement, c'est probablement l'un des festivals les plus élégants et inattendus pour ce printemps. Je ne sais pas si vous connaissez, Philippe. Luçon, oui. Ouais, et le château de Luçon, vous l'avez Alors, déjà pas le visité? château, non. Enfin, je vois où il est, mais je suis jamais allé. Moi non plus, jamais. J'ai hâte d'aller découvrir cet endroit magnifique. Cette année, le festival propose une expérience assez fascinante, une dégustation de vin pensée en accord avec des violons. Ah, Étonnant, ouais. En fait, il y a un luthier qui va être sur place. Sympa. Et le principe, ça va être d'associer les caractéristiques d'un vin aux sonorités, aux textures, aux émotions dégagées par les différents instruments présents qui vont être présentés par un artisan luthier qui s'appelle Olivier Escalpé. J'espère qu'on ne dit pas Escalpez. En tout cas, moi, je dirais Escalpé.
On lui enverra pas le podcast. Un dialogue entre le goût des vins choisis par l'œnologue Alexandre Santeleg et le bois, les vibrations, les arômes et la musique. Ça va être absolument dingue à vivre. Attention, hein, si vous voulez prendre vos places, c'est en tout petit comité. Je crois que c'est maximum 40 personnes. Le festival, lui, va mélanger musique, gastronomique, patrimoine, artisanat et expérience immersive dans un cadre exceptionnel, donc le château de Luçan. Et vous pouvez même y passer une nuit. Et d'ailleurs, je crois que cette dégustation de vin avec la musique, c'est uniquement réservé aux gens qui vont dormir dans le château. Donc au programme, c'est dingue. Au programme, il va y avoir sur ces 3-4 jours, il va y avoir un concert intimiste, un brunch musical, des repas gastronomiques, des dégustations, donc des rencontres avec les artistes, des concerts bien sûr, des découvertes dans les coulisses de la fabrication des violons, puisque c'est l'exposition qui a lieu, le tout dans une ambiance élégante. Donc si vous voulez vous y rendre, c'est du 5 au 7 juin au château de Luçan. Et si vous voulez toutes les infos, c'est sur luçanclassique.ch. Merci Vanille pour ce bon plan. Merci Philippe. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Merci d'être avec nous. Nous irons faire un petit tour du côté du Mont-sur-Lausanne dans un instant. Voici Benson Boone. Bonne matinée. Bonjour Knuschwander. Bonjour. Destination le Valais ce matin. On a fait un tour de la Suisse romande avec vous. C'est le tour de Romandie gastronomique. C'est vous l'organisateur. Mais pas en vélo. Oui, alors non. Alors je fais pas de vélo. Je marche volontiers, mais bon là c'est peut-être un petit peu loin parce que quand même je vous emmène au fin fond du Val d'Héran, figurez-vous. Le Val d'Héran qu'on connaît pour ses bœufs et leur viande surtout évidemment. Mais alors au fin fond du Val d'Héran, dans un endroit totalement inattendu qui s'appelle la Sage, même après la Sage, il faut encore monter sur la colline et on arrive à justement sur un chalet. Ce chalet s'appelle La Colline et c'est le petit restaurant de Maud et François-Xavier L'Emploi. Et figurez-vous que là, on a un peu l'impression d'être au bout du monde. On se sent dans la peau d'un touriste du 19e siècle qui est arrivé à peau mais à dos de mulet. Et puis, eh bien, figurez-vous que tout commence notamment, par exemple, ça dépend de la saison, mais par des huîtres. Donc, c'est vraiment inattendu. On est dans un chalet authentique, plein de charme, c'est tout boisé, c'est tout mignon. Il y a des sapins. On s'attendrait plutôt à manger du chamois. Eh bien non, pas du tout. Ça commence par les huîtres. Ensuite, ça continue notamment avec une paletine de pintade absolument mémorable en ce qui me concerne. Ça date déjà d'il y a 2-3 ans, mais le cuisinier est resté le même. Le riz de veau pané au panko est exemplaire. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Ça donne un croustillant à ce riz de veau moelleux qui est tout à fait fantastique. Et puis, oui, je pense que faire un petit tour en Valais maintenant, dans ce printemps qui commence enfin à se réchauffer, eh bien, c'est très bien. On peut aller chercher le frais. C'est toujours la même chose. On n'est jamais content. Donc, on peut aller chercher le frais en altitude. La Sage est sertie dans un paysage remarquable. Cette auberge, La Colline aussi. Et puis, comme je le disais, c'est un endroit où on mange remarquablement bien, des choses totalement inattendues, presque un peu urbaines pour ce côté rustique du cadre. Très bien, c'est noté. En tout cas, ça nous a ouvert l'appétit, ça c'est sûr. Je vous remercie, Knut. Oui, moi aussi. Je vais aller manger. Je crois que je vais retourner au restaurant. Je vous souhaite un bon appétit. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Merci d'être avec nous. Nous irons faire un petit tour du côté du Mont-sur-Lausanne dans un instant. Voici Benson Boone. Bonne matinée.